Bonjour à tous, tous mes voeux, ceux que je n'ai pas encore vus, il y en a un certain nombre. On accueille aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je lis un texte, parce que normalement je suis censée le connaître très très bien, je le connais très bien d'ailleurs. Donc François Alla, qui est professeur de santé publique à Nancy, et qui va donc nous parler de recherche interventionnelle, c'est-à-dire comment on trouve des solutions pour agir sur les expositions délétères pour la santé, ou au contraire renforcer les expositions qui sont favorables à la santé, faire de la santé publique, passer à l'action. Voilà, ça doit être à peu près l'état d'esprit. Alors, la seule chose que je peux rajouter en plus, c'est que au-delà de ses activités de recherche, donc il dirige une équipe sur ce sujet-là à Nancy. François est aussi le directeur adjoint de l'IRESP, donc j'ai le plaisir de travailler avec lui maintenant depuis presque 2 ans, et c'est vraiment un grand plaisir. Donc c'était aussi... Merci, j'en profite pour lui dire publiquement, parce que je le dis pas très souvent. Tout le monde sait que je ne suis pas très complimenteuse, mais donc du coup j'en profite pour le dire à quel point j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui et à travailler en particulier sur ce qu'on essaie de construire pour la recherche en santé publique en France, à l'INSERM, mais avec l'ensemble des partenaires de l'Alliance, puis au-delà de l'ensemble des partenaires et des acteurs de santé publique en France. Donc voilà, je vous remercie pour tout ça, et donc je lui laisse la parole sur la recherche interventionnelle. Merci beaucoup Geneviève de votre accueil ici et de ce mot d'accueil par ailleurs. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir de venir vous parler de recherche interventionnelle pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement avec un certain nombre d'entre vous, on a travaillé que ce soit à l'IRESP ou en recherche, voire en enseignement, ou à travers les travaux autour du transfert de connaissances, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger à ce sujet. Et par ailleurs, je me retrouve dans mon université de formation, donc ça me fait plaisir de revenir à Bordeaux après quelques longues années à Nancy, en Lorraine ou à Paris. Donc ce matin, la commande qui m'a été effectuée, c'était de parler des enjeux conceptuels et méthodologiques autour de la recherche interventionnelle en santé publique. Et comme l'a souligné Geneviève, les enjeux, c'est à la fois des enjeux pour la santé publique et des enjeux pour la recherche, puisqu'on se situe à l'interface des deux. Donc pour la santé publique, les enjeux sont importants. Là, je cite la stratégie nationale de santé qui avait été annoncée par la ministre de la Santé en septembre 2013. C'est explicitement souligné, c'est la première fois d'ailleurs que dans une politique de santé c'est indiqué, la nécessité de disposer de données probantes sur l'efficacité des interventions en santé publique afin d'appuyer l'action et la décision. Je cite tel que c'est rédigé, et c'est vrai que c'est la première fois en France qu'il y a cet affichage d'une politique de santé. D'ailleurs dans la loi santé qui a été votée, il y a un certain nombre de mesures qui concernent l'organisation, la structuration, la réglementation de la recherche, parce que c'est un enjeu important qui est maintenant bien pris en compte par les décideurs nationaux comme régionaux de la politique de santé. Il y a besoin de recherche pour appuyer la décision et pour appuyer l'action de santé publique. Et besoin de recherche, ça veut dire surtout besoin de données, d'appuyer la décision sur l'efficacité des différents types d'interventions. Quand je parle d'intervention, je prends un terme très générique, ça va de l'action au programme à la politique, quel que soit le niveau local, régional, national. Ce que les décideurs ont besoin, non seulement c'est si ça marche, mais quand ça marche, dans quelles conditions, pour qui, comment, dans quel contexte, avec quels moyens. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui vont au-delà, bien sûr, de l'évaluation du seul résultat, j'y reviendrai. Et tout ça représente un enjeu important pour les chercheurs, parce que ces interventions, ces politiques, ces organisations de santé publique sont des objets complexes qui ne s'évaluent pas toujours aussi simplement que le modèle avec lequel on a été élevé de l'essai thérapeutique médicamenteux.
Et aujourd'hui, dans la littérature internationale, il y a beaucoup de débats sur comment arriver et comment évaluer et quelles sont les bonnes méthodes, les bons outils, les bonnes démarches pour évaluer ces interventions de santé publique. Donc pour essayer de répondre ou brosser un peu des éléments sur cet enjeu à la fois de santé publique et à la fois de recherche, je vais commencer par resituer le cadre général de la recherche interventionnelle tel que c'est défini, parler des problématiques évaluatives, très brièvement lister les alternatives méthodologiques, mais si vous voulez, j'ai après quelques diapos de backup si vous voulez qu'on prolonge sur ces aspects méthodologiques, et enfin brièvement conclure sur ce qui est en train de se mettre en place en France et notamment sous l'égide de l'ITMO Santé publique. Donc la recherche interventionnelle, là j'ai repris la définition qui est la plus utilisée, qui est la définition de Pénélope O et Louise Potvin, qui est l'utilisation des méthodes scientifiques pour produire des connaissances sur les interventions, d'où le nom d'interventionnel, et qui précise que ce sont des interventions quel que soit le niveau, l'échelle, et que ce soit des interventions réalisées dans le système de santé ou des interventions dans d'autres systèmes que le système de santé, mais qui peuvent avoir des impacts sur la santé, par exemple en termes de logement, en termes d'éducation, en termes de politique sociale, etc. Donc c'est une définition assez large, et dès la définition, on se rend compte que ce n'est pas que l'efficacité. Si on s'intéresse aux interventions, donc ça va être l'efficacité, mais aussi on verra plein d'autres éléments. Alors Louise Potvin a une autre définition un peu plus simple, que j'aime bien, c'est la science des solutions. C'est parce qu'elle dit beaucoup en santé publique, on s'est beaucoup penché ces dernières décennies sur la science des problèmes, définir les états de santé, l'incidence, la prévalence de maladies, et en identifier les causes, les déterminants, les facteurs de risque. Donc on s'est intéressé beaucoup aux problèmes, à la science des problèmes. L'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à passer à la science des solutions, comment on répond justement à ces problématiques de santé, sur quels déterminants il faut agir, et avec quel impact sur l'état de santé. C'est une recherche qui par nature est intégrée à visée cognitive bien sûr, comme tout objet de recherche, mais aussi opérationnelle, puisque, comme je l'ai souligné dans la première diapo sur le contexte avec la stratégie nationale de santé, cette recherche a une visée d'aide à la décision, que ce soit du décideur de la politique de santé ou de l'acteur de santé qui a, pour répondre à une question donnée, un levier ou un autre à utiliser. Et donc c'est très important que le chercheur voit sa recherche, l'envisage, la pense, intégrée à un système, à une politique de santé. Certains parlent aujourd'hui, pour faire un peu le pendant de la recherche translationnelle qu'on a dans le domaine biomédical, de recherche translationnelle en santé publique. Pour schématiser très brièvement ces éléments, il faut que je remplace la lampe. Donc je ne peux pas le faire tout de suite, mais je le ferai un peu après. Non, je ne veux pas remplacer la lampe si je l'éteins, ça fait l'écho. Ah oui, il était éteint. C'est vrai que je vais le mettre plus bas. C'est mieux comme ça. Donc si on fait un petit peu un très, très bref schéma sur comment s'organise cette recherche en santé publique, vous avez la recherche un peu d'amont, la recherche sur les déterminants, la recherche, on va dire, fondamentale de santé publique qui fait appel à des disciplines biologiques mais aussi aux sciences humaines et sociales, la recherche interventionnelle telle que je l'ai définie, l'intervention en santé publique, l'intermédiaire entre les deux, c'est les synthèses des connaissances, les recommandations, avec par exemple les travaux des agences à ce sujet-là, l'observation de l'état de santé, l'évaluation des politiques et des pratiques qui permettent de générer des questions de recherche et ce fameux cycle, et au milieu le transfert de connaissances qui assure l'interface ou l'interrelation entre ces différentes fonctions qui sont celles des chercheurs, celles des experts, celles des évaluateurs, celles des décideurs et des acteurs. Alors en termes, et c'est vrai qu'en termes de santé publique, il y a deux niveaux de recherche translationnelle comme en termes cliniques. D'une part, ça devient terrible. Il faudrait que M. Larsen sorte. Donc de la recherche fondamentale vers la recherche interventionnelle, quelle que soit, comme je dis, la recherche fondamentale, y compris bien sûr dans le domaine des sciences humaines et sociales, qui ont un apport théorique extrêmement important sur, par exemple, les comportements de santé. Et la deuxième translation, c'est de la recherche vers la pratique, dans les deux sens, c'est-à-dire comment la recherche peut amener des éléments utiles aux acteurs et décideurs,
et comment l'expérience, l'observation, l'évaluation des politiques, des états de santé permet de générer des questions de recherche. Donc quand on parle de recherche transactionnelle en santé publique, on a vraiment la translation. Vraiment, c'est une application un petit peu du modèle qu'on utilise en recherche transactionnelle clinique, hein, dans les deux sens, de l'action de la décision vers la recherche et réciproquement. Alors, qu'est-ce qui en fait la difficulté ou l'intérêt, ou les deux d'ailleurs, c'est cette notion de complexité. Alors, depuis une dizaine d'années, la notion de complexité, d'intervention complexe en santé est apparue dans la littérature de façon importante, notamment sous l'égide des Anglais, hein, du MRC, qui ont publié un rapport au début des années 2000, enfin un article après dans le BMJ au début des années 2000, un autre en 2008, et un dernier article dont je reparlerai tout à l'heure en 2015 à ce sujet-là. Et les Anglais, c'est la définition que j'utilise parce que c'est la plus utilisée. On a fait une revue de la littérature récemment. C'est dans plus de 9 cas sur 10, quand une définition est citée, c'est celle-là. Donc c'est vraiment la définition qui fait référence aujourd'hui. Et donc le MRC définit la complexité, c'est pas binaire, vous voyez, c'est un certain nombre d'éléments. Une intervention est plus ou moins complexe, elle n'est pas simple ou complexe, elle est plus ou moins complexe, en fonction du nombre de composants qui interagissent. Et notamment, par exemple, dans un programme de santé publique où vous pouvez avoir un composant individuel d'éducation, collectif, d'action sur l'environnement, etc. Le nombre et la difficulté des comportements requis par ceux qui fournissent l'intervention qu'ils reçoivent, la variabilité des résultats, nombre de groupes et de niveaux organisationnels, effectivement. Je mets en place donc une action de promotion de la santé en milieu scolaire. J'agis sur l'élève, sur sa classe, sur l'établissement, dans la ville autour pour pouvoir influer par exemple sur les mobilités douces pour favoriser la marche et l'activité physique, etc. Et j'y reviendrai, le degré de flexibilité, d'adaptabilité d'intervention, qui est un élément extrêmement important puisque ces interventions sont très contexte dépendantes et ont besoin, pour être efficaces, de pouvoir être adaptées à leur contexte. Dans cette définition du MRC, c'est la plus utilisée, mais c'est vrai qu'à Nancy, on trouve qu'elle a une limite. C'est que la complexité, telle qu'elle est définie par les Anglais, se limite à l'intervention. L'intervention est simple ou complexe. Alors qu'en réalité, un certain nombre d'auteurs travaillent là-dessus, ce n'est pas l'intervention elle-même qui est complexe ou simple, c'est l'intervention dans un contexte. Et d'ailleurs, les travaux de Schill, par exemple, parlent plutôt de système complexe plutôt que d'intervention complexe, parce que parfois une intervention qui peut être simple par elle-même, un segment d'intervention, mais dans un contexte compliqué, dans le cadre de la politique de la ville ou autre, par exemple, devient complexe par cela. Donc ce qui fait la complexité, c'est aussi l'interaction d'une intervention et de son contexte. Et ça, on le voit aussi éventuellement en recherche clinique, où une intervention, par exemple un essai thérapeutique en milieu de soins classique, une intervention simple dans un contexte simple, mais quand on veut pouvoir la mettre en œuvre en population, dans des milieux de vie, auprès de groupes particuliers, éventuellement dans les pays du Sud, où de par cette complexité du contexte, on arrive à se trouver dans des situations complexes. Donc pour résumer, ce qui fait la complexité en santé publique, c'est aussi bien l'intervention que le contexte, que l'interaction des deux. Alors, quelles sont les questions de la recherche interventionnelle? La recherche interventionnelle s'intéresse aux interventions. Bien sûr, je l'ai mis en tête pour ça, la première chose auquel on pense, c'est l'efficacité ou l'efficience. Voilà, est-ce que telle action de promotion de la santé permet de réduire la prévalence du tabagisme chez les adolescents? Donc, l'efficacité soit exprimée en termes de santé ou en termes économiques. Mais ça ne se limite pas à ça, c'est extrêmement important. Les objets de la recherche interventionnelle sont beaucoup plus larges, et notamment toutes les questions autour du fonctionnement de l'intervention, de ses processus, de ses conditions d'implémentation, des mécanismes, parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que ça marche, mais comment ça marche et pourquoi ça marche. Et c'est extrêmement important si on veut pouvoir en transférer les résultats. Parce que parfois, dans une intervention complexe,
on obtient dans un contexte donné un certain résultat, mais est-ce qu'on obtiendrait le même même résultat dans un autre contexte? Ce qui est important en amont aussi, c'est de construire l'intervention, d'avoir des aspects un peu théoriques sur quels leviers vont obtenir quels résultats. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir des éléments un peu théoriques là-dessus, de théorie d'intervention. Et donc ça se fait en amont. Et je parlais tout à l'heure de la recherche fondamentale, de la recherche translationnelle en santé publique. C'est tout le travail que l'on fait, par exemple, sur les théories du comportement. Et en aval, c'est une intervention qui a été montrée efficace dans un contexte donné. Est-ce que ces résultats sont transférables dans un autre contexte? Et ça, c'est vrai que c'est une question extrêmement importante. D'une part, la question de l'applicabilité, est-ce que je peux la mettre en œuvre? Et surtout, la question de la transférabilité, mise en œuvre dans les mêmes conditions, est-ce qu'elle obtient les mêmes résultats? Et s'intéresser à tous les facteurs aussi de diffusion, d'appropriation, d'application par les acteurs des résultats de cette intervention. Donc tout ça, c'était pour vous dire qu'il y avait beaucoup de questions de recherche autour de l'intervention et que ça ne se limite pas, c'est un message important, à ça marche pas. Alors la complexité appliquée au champ d'intervention, hein, c'est un concept qui a été développé depuis quelques décennies et notamment théorisé par Edgar Morin. Donc, je parle beaucoup de la recherche anglo-saxonne, mais le concept au début, comme beaucoup d'ailleurs de concepts en philosophie des sciences, vient de France. Alors la complexité, c'est ce qui est tissé ensemble. Et Edgar Morin le présente comme un tissu, avec la difficulté, c'est qu'un tissu est composé de différentes fibres, de couleurs, de textures différentes, qui chacune ont leur réalité, leur consistance, leur nature, et qui ensemble produisent quelque chose qui est le tissu. Et donc il faut arriver à la fois comprendre chacun des éléments, tout en comprenant l'ensemble. Et ça, conceptuellement, c'est pas toujours facile. Est-ce que j'évalue une action dans sa globalité? Est-ce que j'évalue chacun des constituants de cette action? Et ça, au niveau conceptuel, ça paraît peut-être simple comme ça, mais c'est parfois un peu complexe, justement. Et en termes méthodologiques, là, il y a un réel défi méthodologique. Les paradigmes classiques que l'on utilise, hein, qui sont dérivés de la recherche clinique et notamment des essais médicamenteux, est-ce qu'ils s'appliquent? Est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce qu'ils sont toujours adaptés aux interventions de santé publique? Enfin, vu la façon dont je pose la question, la réponse est peut-être non. Et justement, ça m'amène à cette problématique évaluative. Donc vous savez que le paradigme méthodologique, hein, c'est vraiment celui de l'essai contrôlé randomisé individuel en double aveugle, qui est le modèle de référence, le gold standard, qui permet de répondre à la question d'efficacité, avec une très forte validité interne, et qui est vraiment le modèle de base sur lequel on s'appuie, y compris en santé publique. Hein. Si vous regardez, par exemple, dans les recommandations de santé publique internationale, la pyramide de la preuve, il y a toujours l'essai contrôlé randomisé, à plus fort niveau de preuve, etc. Donc c'est le modèle qui reste encore le modèle universel d'évaluation en santé, pour de bonnes raisons, c'est la très forte validité interne, mais parfois avec des limites. C'est des fois une des limites, j'allais dire la première, c'est que parfois ce n'est pas possible de réaliser un essai en vraiment de la nature d'intervention. Je vais évaluer par exemple la politique anti-tabac, je ne vais pas randomiser les départements qui vont appliquer ou pas la politique. Enfin, en tout cas, c'est difficile dans le contexte constitutionnel français. Il y a la question de la standardisation. C'est vrai que traditionnellement, dans les méthodes de recherche clinique, on a une intervention bien standardisée que l'on va évaluer versus une autre intervention, ou un placebo, ou un comparateur quelconque. Là, on est en difficulté, c'est que ça fait partie des caractéristiques de cette intervention, elles doivent être adaptées au contexte, et en permanence réadaptées. Donc comment évaluer un objet mouvant? Et sachant que c'est cette adaptation qu'on fait l'efficacité. Et pour vous donner un exemple récent, c'est un essai en termes de nutrition en milieu scolaire qui a été effectué en France. Donc un essai randomisé avec plusieurs stratégies, des stratégies environnementales, par exemple modification des rythmes scolaires, des menus à la cantine, des stratégies individuelles, d'éducation à la santé, des stratégies aussi de prise en charge
des enfants obèses par des réseaux de soins. Donc c'était une articulation de différentes stratégies avec un essai en plan factoriel, donc, où ils avaient randomisé soit la stratégie juste environnementale, soit environnementale plus individuelle, etc. Il y avait 16 bras avec la combinaison de toutes les stratégies, donc un très très bel essai, et qui a montré un échec des stratégies environnementales, enfin un échec, une non-efficacité des stratégies environnementales versus les stratégies de prise en charge individuelle. Donc on pourrait en conclure un peu vite qu'il vaut mieux repérer et prendre en charge les enfants obèses plutôt qu'essayer de travailler sur les conditions qui font que l'obésité se génère dans cette tranche d'âge. Ce qui est quand même un peu contradictoire avec d'autres études, ou d'autres essais, ou d'autres résultats qu'on a pu observer. Et donc ce qui a été fait, c'est de travailler d'essayer de comprendre de pourquoi ces résultats-là. Et une évaluation a été réalisée et montré que cet essai avait été construit comme un essai vraiment médicamenteux avec des stratégies qui étaient vraiment figées, standardisées. Par exemple, chaque intervenant avait son PowerPoint et c'était les mêmes conditions qu'on soit dans un lycée rural, urbain, qu'on soit avec des élèves de 6e ou des élèves de 3e, enfin des collèges, pardon, qu'on soit au fin fond d'Ameuse ou dans des contextes plus multiculturels, périurbains. Et donc il y avait une intervention qui était tellement figée et qui expliquait l'échec de cette intervention parce qu'elle n'était pas du tout adaptée à la pluralité des contextes de mise en œuvre. Et donc ça, c'est très important, c'est que ces interventions-là, pour être efficaces, doivent être adaptées. Alors que les conditions de l'essai n'aiment pas trop l'adaptation, ils aiment bien avoir quelque chose de bien standardisé. Et c'est que c'est une balance un peu compliquée, parce qu'inversement, si on adapte et si on bouge tout, qu'est-ce qu'on a évalué à la fin? Donc il faut arriver à trouver un équilibre entre une standardisation, pour savoir ce qu'on évalue, mais une adaptation, ce qui est une condition d'efficacité. Alors certains théoriciens, en parlant des fonctions clés, qu'est-ce qui dans l'intervention ne peut pas être bougé, parce que c'est ça qu'on évalue et c'est ça qui va être efficace, qui est la fonction clé, et qu'est-ce qui est la forme qui, elle, par nature, doit être adaptée si on veut être efficace au public, à la population, au contexte. Donc ça, c'est aussi une limite importante de l'essai. Et enfin, il y a un certain nombre de biais, qui sont les biais classiques de toute étude en santé, mais qui sont renforcés dans ce contexte, que ce soit en termes de recrutement lié aux conditions expérimentales et surtout lié à l'absence d'aveugles, parce qu'en général, les interventions de santé publique ne peuvent pas être réalisées en aveugle, une action d'éducation pour la santé, une action sur l'environnement, et ça entraîne des effets qui ont été bien étudiés dans la littérature. Par exemple, le fait d'être dans le groupe témoin va entraîner des modifications importantes, ne serait-ce parce qu'on n'est pas en groupe intervention, donc on est très déçu. Et donc on va adapter, soit on va s'aligner sur les personnes du groupe intervention, et donc là l'effet va être diminué, soit inversement, on va adapter des comportements encore plus péjoratifs, parce qu'on est furieux de ne pas avoir été dans le groupe, et on va artificiellement amplifier les effets. En éducation pour la santé, ça se voit assez régulièrement, où après une randomisation, le groupe témoin finit par se comporter en termes de santé beaucoup plus mal qu'un groupe témoin non inclus dans l'intervention par ces différents facteurs. Et donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte dans les analyses, et on verra, il y a des méthodes qui le permettent. Donc c'est un beau modèle, bien sûr, c'est le modèle de référence, mais qui peut avoir des limites parfois bloquantes dans le domaine. Plus conceptuellement, c'est vrai que la prédominance des essais, c'est la question validité interne versus validité externe. C'est pas récent, c'était théorisé notamment par Campbell et Stanley au début des années 60, avec une hiérarchie qui se fait, c'est ce que j'ai représenté par le petit schéma en rouge, et une séquence. En disant, voilà, ce qui est important, c'est d'abord d'avoir une bonne validité interne, démontrer qu'il y a une relation causale entre telle intervention et tel résultat, des études d'efficacité. Ensuite, on vérifie cette efficacité dans des conditions plus proches de la vie réelle, avec des études à plutôt forte validité externe, et ensuite on diffuse l'intervention dans la pratique. Et c'est vrai que même de façon implicite, on est vraiment dans ce schéma. Je démontre que c'est efficace, je vérifie que c'est efficace dans la vraie vie, et après je propose la diffusion de cette pratique, de cette intervention.
Alors c'est vrai que ce schéma classique peut poser problème, notamment quand la complexité est liée aussi aux facteurs contextuels et à l'interaction entre le contexte et l'intervention. Parce que j'observe des résultats, une efficacité ou une absence d'efficacité, mais dans un contexte très éloigné du contexte de la vraie vie, d'application des résultats, et finalement, qu'est-ce que je montre? Et quelle va être surtout l'utilité de ce que je montre? Et ça, c'est une grande question qui agite beaucoup la littérature, c'est que finalement, est-ce que cette validité interne, mais interne à quoi? Alors autant dans un essai médicamenteux, entre un patient inclus dans un essai clinique et un autre patient, si on respecte bien sûr l'éclairage, des grandes caractéristiques, on peut penser qu'il n'y a pas trop de différence biologique. Mais en santé publique, entre un contexte expérimental et un contexte non expérimental, il peut y avoir de grosses différences, et des interventions efficaces dans l'un peuvent ne pas l'être dans l'autre, voire péjoratives, voire l'inverse. Et donc ça pose une grosse question sur les conditions expérimentales. C'est pour ça que de nombreux auteurs essayent de dire qu'il faut cadrer, il faut avoir bien sûr des conditions optimales, mais ce sont plutôt des conditions de bonne pratique, le plus proche possible de la vie réelle, que des conditions idéales, expérimentales, un peu artificielles. Et ensuite, certains vont jusqu'à interroger la démarche campbellienne, qui est à droite sur ce schéma, c'est efficacy, effectiveness et la dissémination, enfin, sachant que la flèche, elle va parfois tout droit. Dans un essai thérapeutique, on passe de l'essai de phase 3 à l'autorisation de mise sur le marché, sans passer toujours par des phases d'évaluation dans la vie réelle qui se font parfois a posteriori, et par nature. Le nouveau modèle qui était proposé, là par exemple c'est Shen, mais il y a un certain nombre d'auteurs qui sont à peu près sur la même longueur d'onde, de dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Avant de voir si c'est efficace, il faut déjà voir si c'est faisable. Enfin, il utilise le terme de viable, mais derrière viable, est-ce que c'est acceptable par les populations, par les professionnels? Est-ce que c'est faisable en termes organisationnels, en termes financiers? Est-ce que une fois passé le financement de la recherche, est-ce que c'est soutenable aussi, cette action sur le moyen terme? Et c'est la première chose à évaluer. Et ensuite, si c'est effectivement faisable, acceptable, enfin tous ces indicateurs classiques, on évalue l'efficacité en conditions réelles, et après on propose la dissémination. Et finalement, l'essai en conditions expérimentales est optionnel dans ce modèle, soit parce que on se pose trop de questions, il y a des biais potentiels et on se dit l'efficacité en situation réelle, on a besoin d'avoir un essai un peu plus expérimental pour confirmer ou infirmer une hypothèse, soit pour toute l'intervention, soit pour un segment de l'intervention. C'est ce qui peut être fait, par exemple là, il y a une évaluation qui va démarrer sur des processus de e-coaching par Internet, qui compose plusieurs modules. L'ensemble marche, mais il y a un des modules, on se demande si c'est lui qui fait l'efficacité ou pas, ou ça va être randomisé entre ce module pas ce module dans l'ensemble global, et ce qui permet donc sur une fraction d'intervention, sur un segment, sur un composant, de faire un essai. Et vous voyez que ça paraît juste un schéma, mais c'est un bouleversement de la démarche, de dire je commence par l'efficacité et après je dissémine. Non, je commence par voir si c'est faisable, que ça paraît être évident comme ça, d'efficacité en conditions réelles, et éventuellement d'efficacité s'il y en a besoin. Et tout ça pose la question de l'évaluation de processus. Je l'ai indiqué, le résultat c'est extrêmement important, mais au-delà, c'est efficace, oui ou non. Ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre pourquoi et comment c'est efficace, parce que c'est en comprenant pourquoi et comment c'est efficace qu'on peut après faire des recommandations sur ce qu'il faut mettre en œuvre et les conditions dans lesquelles ça doit être mis en œuvre. Si je reprends là, le rapport très intéressant, vous pouvez télécharger sur l'évaluation de processus du NRC. Ils en auront publié une synthèse dans le BMJ en début 2015, un résumé, mais sur le rapport complet qui doit faire 80 ou 90 pages. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des exemples concrets d'études, des illustrations et des outils qui sont utilisés, des outils méthodologiques. Donc c'est vraiment un document qui fait aujourd'hui référence. Tout récent, mais qui fait déjà référence. Donc dans ce rapport, justement, il commence par poser les questions. Pourquoi l'évaluation de processus? Et la façon dont il formule la question, je trouve qu'elle est intéressante, parce que ça montre bien justement l'utilité de ce type d'évaluation. Voilà. D'abord, si dans mon essai l'intervention est efficace,
comment et à partir de quelles informations estimées que l'intervention produira les mêmes résultats dans d'autres contextes. Ça sert aussi à ça, comprendre ce qui fait efficacité pour savoir si je peux obtenir le résultat ailleurs. Inversement, si ce n'est pas efficace, est-ce que c'est lié à l'intervention elle-même, un levier qui n'est pas efficace, il y en a plein en santé publique, ou est-ce que c'est lié aux conditions dans lesquelles on a mis en œuvre un levier qui aurait pu être efficace, mais on ne l'a pas mis dans de bonnes conditions. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur le programme d'éducation nutritionnelle, enfin de promotion de la santé nutritionnelle. Et de la même façon, les revues systématiques, parce qu'elles se développent, et il y en a de plus en plus dans le domaine de la promotion de la santé, et de la santé publique, elles sont aussi complexes parce qu'on est sur des interventions un peu différentes, pas construites de la même façon, pas dans les mêmes contextes, et c'est important de disposer d'éléments de processus pour permettre de comparer finalement ce qui est comparable et de comprendre pourquoi les mêmes interventions mises en place dans des contextes différents obtiennent des résultats extrêmement différents. Pour vous donner un exemple, il y avait des programmes de prévention du suicide de l'adolescent. Dans certaines régions et dans certains pays, réduisaient l'incidence du suicide. Dans d'autres, n'avait pas d'effet. Et enfin, dans le troisième, l'augmentait. Alors comment la même intervention faite de la même façon, avec le même guide, arrivait à des résultats qui étaient complètement opposés, discordants. Et pour ça, c'est très important de comprendre justement les processus, les mécanismes, et notamment l'interaction avec le contexte. Alors toujours, là, je me base sur ce document du MRC. À travers processus, c'est vrai qu'ils ont une vision large du processus. Il y a d'une part la mise en œuvre, ce qu'on appelle traditionnellement processus en France, mais il y a aussi la compréhension des mécanismes. Finalement, c'est l'arbre des causes, c'est la chaîne des causalités, les interactions entre facteurs, et les éléments du contexte. Comment le contexte influe à la fois sur les processus de mise en œuvre, par exemple le taux de participation ne va pas être le même dans différentes catégories sociales ou sur différents territoires, mais aussi comment le contexte influe sur les mécanismes et comment il influe sur les résultats. C'est la même chose mais sous forme de schéma que vous avez dans leurs documents et qui montre un peu toute leur démarche. C'est-à-dire ça passe, comme je l'ai dit, d'une part par des aspects théoriques, construire une intervention à partir de prérequis en termes d'hypothèses, de liens entre différents leviers d'intervention et résultats, analyser les conditions d'implémentation, les mécanismes, les résultats bien sûr, et l'interaction du contexte avec tout ça. Et à chaque niveau, un certain nombre de questions, un certain nombre d'outils méthodologiques, etc. Donc c'est un cadre, hein, c'est pas un modèle. On peut utiliser des outils, des méthodes quantiques, très différentes à chaque niveau, mais c'est un cadre justement qui permet de bien montrer quelle est la démarche dans ce type d'évaluation. Alors par rapport à ce que je vous ai dit sur les essais, leur intérêt, leurs limites, la nécessité de prendre en compte le processus, la difficulté de standardiser des interventions qui doivent s'adapter par nature à des contextes extrêmement différents d'implantation. Et tout ça fait se poser la question finalement de comment évaluer, quels outils, quelles méthodes, quels modèles d'évaluation. Et depuis pas très longtemps, depuis 4-5 ans, il y a dans la littérature, ça bouillonne sur un certain nombre de méthodes alternatives à l'essai, ou complémentaires à l'essai, on verra, c'est pas forcément soit l'un soit l'autre, c'est souvent et l'un et l'autre qui peuvent être utilisés. Sachant que ces méthodes ne sont pas forcément très récentes, globalement, puisque notamment en sciences humaines et sociales, en sciences de l'éducation, comme Campbell et Stanley, en sociologie, en économie, certaines de ces méthodes sont utilisées depuis plusieurs décennies, mais dans le champ de la santé, elles avaient jusque-là du mal à ouvrir la porte. Et de plus en plus, ça vient avec ces travaux inter- ou pluridisciplinaires qui permettent de se dire effectivement ce qu'utilisent les économistes dans certaines évaluations, ce qu'utilisent les sociologues comme l'évaluation réalisée dans d'autres évaluations, peut être intéressant au champ de la santé. Et on commence à voir apparaître des publications utilisant ce type de méthode. Alors pour lister, j'ai repris une liste des grandes familles de méthodes que je ne vais pas du tout détailler, mais si vous souhaitez après on peut parler plus de l'un, plus de l'autre. Là c'est une façon un peu de structurer les grands types de méthodes qui sont aujourd'hui utilisées dans la littérature par ceux qui font l'évaluation des interventions complexes.
une grosse revue qui est en cours. On ne vous présente pas les résultats encore puisqu'elle n'est pas tout à fait finalisée, mais sur tous les articles depuis une vingtaine d'années, utilisant des méthodes autres que l'essai randomisé individuel classique pour voir justement quelles méthodes sont utilisées, pourquoi, comment. Donc, et globalement, quand on regarde, c'est quelles sont les méthodes utilisées. D'une part, ce sont des essais contrôlés randomisés, mais adaptés. Notamment, c'est ce qu'on appelle les essais pragmatiques, qui essayent de se rapprocher un peu plus de la vie réelle. Ça paraît évident, mais quand on regarde, il y a une revue qui a été faite il y a 2-3 ans sur 100 000 ou 120 000 essais thérapeutiques, il n'y en avait que quelques dizaines qui se plaçaient explicitement dans la perspective pragmatique. C'est-à-dire en essayant de moins sélectionner des patients et prendre plutôt les patients tout venant, en essayant aussi de moins sélectionner les conditions de prise en charge, par exemple en ne recrutant pas forcément dans les CHU, mais en médecine générale, etc. etc. Donc ça, mais en santé publique, c'est souvent quand même un peu par nature que nos essais sont pragmatiques parce qu'on est dans les populations et donc dans des contextes qui ne sont pas complètement standardisables. Toutes les familles des essais et prises en compte des préférences, quand l'aveugle n'est pas possible, bon, il y a eu le traditionnel à la fin des années 70 chez Matzelen et depuis un certain nombre d'autres méthodes ont progressé, qui sont vraiment importantes pour arriver justement à prendre en compte le fait que qu'en l'absence d'aveugle, surtout pour les interventions qui visent à modifier les comportements, quand on est sur l'effet biologique d'un médicament, bon, bien sûr on connaît tous l'effet placebo, mais quand on est sur le comportement, l'absence d'aveugle peut vraiment avoir des effets, je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement péjoratifs, et comment arriver à le prendre en compte. Donc il y a un certain nombre d'essais et un certain nombre de méthodologies qui travaillent à ça. Et bien sûr, les essais en cluster, donc où on ne randomise pas des individus, mais des groupes d'individus, une classe, une école, une ville, un établissement, qui sont bien sûr une des méthodes de base qu'on utilise en intervention de santé publique. Le point commun finalement de ces essais, c'est de se rapprocher, d'être plus proche de la vie réelle. Par exemple, la prise en compte des préférences, c'est extrêmement important, puisque si je compare deux modes d'intervention de santé publique que je randomise, sans tenir compte des préférences, ça pose un problème, c'est qu'une fois que voilà, mon essai est favorable, je propose la diffusion d'intervention, les populations, elles ont par nature une préférence, elles vont choisir plutôt tel levier. Et donc si d'un côté je force la préférence et d'un autre côté je laisse le choix de la préférence, je peux avoir des résultats complètement différents. Il y a, si vous voulez, tout à l'heure, je peux vous montrer un ou deux exemples où les résultats sont complètement opposés en fonction des préférences au départ. C'est valable en santé publique, mais c'est valable aussi dans les interventions de soins où l'aveugle n'est pas possible, en rééducation par exemple. Deuxièmement, il y a toutes les méthodes permettant d'évaluer ces processus et mécanismes tels que je vous ai montrés dans les diapos précédentes, que ce soit des méthodes intégrées dans les essais, et ça, il existe un certain nombre d'outils, de méthodes, de théorisation sur comment faire à la fois l'évaluation du résultat, à la fois l'évaluation du processus, ou alors même des méthodes complètement alternatives, par exemple l'évaluation réaliste qui se développe de plus en plus dans le champ de la santé publique, qui sont des études de cas avec des méthodes d'analyse quanti et quali, et qui ne sont pas du tout basées sur le principe et les méthodes de l'essai. Le principe de l'évaluation réaliste, c'est qu'on construit un modèle théorique finalement. Qu'est-ce que je pense que mon intervention va faire bouger? On réalise une première étude de cas, on vérifie si ma théorie est bonne ou pas, je l'adapte un petit peu, une deuxième étude de cas, troisième étude de cas, etc., jusqu'à arriver à un modèle à peu près explicatif. Donc, je ne détaille pas, mais bien sûr, il y a toutes les méthodes quasi non expérimentales ou en sciences sociales, les expérimentations naturelles, qui basées sur des données réelles, a bien sûr très forte validité externe, mais avec une validité interne un peu plus faible. On est toujours sur la balance entre les deux. Et enfin, bon, je l'ai mis entre crochets parce que c'est rarement pris en compte dans les méthodes au sens interventionnel, mais c'est toutes les données, toutes les méthodes d'évaluation a priori basées sur les données, comme les microsimulations ou autres, qui sont assez intéressantes. Mais beaucoup d'auteurs considèrent que ce n'est pas la recherche interventionnelle, puisque là on travaille vraiment sur la modélisation a priori, on ne travaille pas sur une intervention proprement dite mise en œuvre sur le terrain, mais ce sont quand même des outils extrêmement intéressants et qui sont notamment beaucoup utilisés pour l'évaluation des grands programmes et des politiques. Par exemple, quel est l'effet des différentes mesures anti-tabac, l'augmentation du prix versus le paquet neutre versus une campagne d'information versus le remboursement du sevrage.
comment modéliser l'effet des différentes stratégies. Ça a été fait avec le modèle SimSmoke. C'est sur des méthodes comme ça de simulation telles qu'on fait en économie. Alors par rapport à ces méthodes, et quelles que soient ces méthodes, peut-être 3 points de vigilance dans la littérature quand on veut se lancer dans ce type d'évaluation. D'abord, s'appuyer sur les théories. C'est extrêmement important. Une intervention, ça ne se construit pas sur un coin de table, ça se construit à partir d'un modèle théorique. Comme l'essai thérapeutique de phase 3, il y a eu toutes les phases précédentes, les phases animales, il y a quand même une théorie pharmacologique, physiopathologique qui justifie qu'on se lance dans un essai de phase 3, et d'ailleurs les autorités vont le vérifier avant d'autoriser ou non l'essai. Mais en santé publique, ça doit être ou ça devrait être la même chose. Malheureusement, c'est souvent extrêmement rare. Là, il y a une revue de littérature qui a été faite récemment là, par Grégory Nino sur justement les interventions en promotion de la santé. Alors c'était dans le domaine activité physique, promotion d'activité physique, et qui montrait que dans plus de la moitié des cas, la moitié des travaux, il n'y avait pas de théorie sous-jacente. Je construisais mon action comme ça, basée sur ma bonne idée, mon expérience, mais je ne pensais pas le cadre théorique, ou alors je bricouillais entre plusieurs cadres théoriques, plusieurs modèles de changement de comportement. Ce qui est intéressant dans sa revue, c'est qu'il montrait que des interventions qui étaient basées sur un cadre théorique univoque, bien pensé, bien construit et bien appliqué, étaient plus efficaces dans sa méta-analyse que des interventions qui étaient basées sur du bricouillage entre plusieurs théories pas toujours bien assimilées. Enfin, tel que je le présente, ça fait peut-être comme ça, mais c'est extrêmement important et de vraiment avoir cette étape de construction d'un cadre théorique. D'ailleurs, ce qui est assez amusant dans sa revue de littérature, pour l'anecdote et la discussion entre disciplines, j'allais dire, c'est qu'il a travaillé sur 2 bases de données, une base de données plutôt médicale qui était PubMed, et une base de données plus sciences sociales, alors je ne sais plus laquelle c'était, avec notamment beaucoup d'articles issus de la psychologie. Et globalement, ce qu'il montrait, c'était que les interventions qui étaient issues de la base de données sciences sociales, dans 90% des cas, il y avait une théorie sous-jacente. Quand c'était du domaine biomédical épidémio, c'était moins de 10% des cas. Donc là, très clairement, il y avait un effet discipline. Et inversement, sur l'évaluation des résultats, dans la majorité des articles sur PubMed, il y avait du résultat. Par contre, c'était une minorité des articles issus des sciences humaines et sociales. D'où l'intérêt à arriver à se parler et à construire ensemble et à chacun apporter ce qu'on peut apporter. Et justement, c'est le deuxième point de vigilance, l'interdisciplinarité. Là, je cite une petite phrase là, de Joël Kilitz qu'elle a publiée cette année, qui résume bien les choses. On est dans un objet complexe. Avoir un regard unidisciplinaire sur un objet complexe va le simplifier à outrance. Donc on a vraiment besoin d'avoir un regard pluridisciplinaire si on veut garder cette complexité. Un comportement de santé, par exemple, il y a des aspects psychologiques, il y a des aspects sociaux, il y a des aspects d'économie, il y a des aspects environnementaux, il y a des aspects biologiques, et une seule discipline ne peut pas arriver à faire le tour. Donc c'est extrêmement important dans la construction de ces évaluations, dans la construction de cette recherche, d'essayer de construire cette interdisciplinarité. Enfin, troisième point de vigilance, c'est la collaboration chercheur-acteur ou chercheur-décideur, qui est extrêmement importante, parce que, comme je l'ai dit en préambule, l'objectif est quand même que les résultats soient utilisés par les acteurs et par les décideurs. Et c'est qu'une recherche qui a été construite avec les acteurs et les décideurs est souvent une meilleure recherche, parce que d'une part, elle répond mieux à leurs questions, elle y répond surtout dans des conditions qui correspondent à leurs conditions d'exercice, donc on a plus de chances que les résultats soient applicables après. Et on peut aussi, ça contribue à en expliquer les résultats ou le manque de résultats, donc c'est extrêmement important cette co-construction. Et c'est vrai que le transfert de connaissances, qui est souvent vu comme le service après-vente de la recherche, dans ce domaine-là, est plutôt vu intégré à la recherche. C'est en construisant ensemble une recherche qu'on fait la première étape finalement du transfert de ces résultats. Et là aussi, il y a une littérature qui commence à être riche à ce niveau-là. Donc sur cette partie un peu méthodologique, pour résumer ce que je vous ai dit, donc la recherche interventionnelle
couvre un large champ de questionnement. Ça ne se limite pas à l'évaluation des résultats d'une intervention, j'espère que je vous l'ai montré. Que la méthodologie est conditionnée par cette diversité d'objectifs. Toutes les méthodes que j'ai citées vont répondre à des questions différentes. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pas parce que dans la littérature au début, il y a 4-5 ans, c'était les auteurs anti-essais randomisés versus les auteurs pro-essais randomisés qui s'envoyaient des éditos à la tête comme ça, réciproquement. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'on a une palette d'outils, de méthodes, et finalement à quelles questions on répond les unes les autres, et comment arriver à articuler les méthodes les unes avec les autres pour répondre à l'ensemble des questions qu'on se pose dans ce champ. Ensuite, et c'est important, c'est que toute intervention complexe ne nécessite pas une évaluation complexe. On peut répondre simplement, des fois, pour des interventions complexes, tout dépend toujours de la question qu'on se pose. Ça dépend bien sûr des caractéristiques de l'intervention, des possibilités de faire, et surtout de la question posée. Par exemple, certains auteurs, la Clark, différencient complexe et compliqué. L'intervention compliquée, finalement, c'est une intervention qui a plusieurs composantes, et finalement, on ne s'intéresse pas de savoir lequel marche. On veut voir, est-ce que l'intervention dans sa globalité marche, oui, non. Et là, on peut se contenter de faire un essai. Alors que la complexité, c'est quand il y a plusieurs composantes, mais qui peuvent interagir entre eux, qui peuvent interagir avec le contexte, et on s'intéresse à l'effet de chaque composante individuellement et en tenant compte des autres. Et là, on est vraiment dans une évaluation complexe. La perspective individuelle, c'est vrai que j'évalue une action chez des personnes dans des groupes ou à différents niveaux, des personnes intégrées dans un environnement. On est sur différents modes d'évaluation. Pour vous donner un exemple de perspective individuelle versus collective, le sevrage tabagique chez l'adolescent, c'est des recherches que l'on conduit à Nancy. On peut faire une évaluation purement individuelle classique. Je randomise des adolescents dans un groupe sevrage versus pas sevrage. Je regarde à la fin combien il y en a qui fument dans un groupe versus dans l'autre. Donc ça, c'est extrêmement facile de l'évaluer simplement. Si je m'intéresse un peu plus aux mécanismes, et notamment aux mécanismes sociaux autour du sevrage, je ne peux pas faire ça. Il faut que je travaille sur des groupes, et là, ça donne des résultats complètement différents. Pour vous donner un exemple, sur une étude que l'on a réalisée, un essai, qui était un essai en cluster, établissement-intervention versus établissement-témoin, pour un élève inséré dans le programme, il y en a 5 qui arrêtaient de fumer. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet social extrêmement fort, qui est bien connu pour l'initiation du tabagisme, et ce qu'on est en train de mettre en évidence, et on poursuit cette recherche, c'est que c'est aussi très fort pour l'arrêt du tabac. C'est-à-dire qu'il y a des effets boule de neige, un jeune qui arrête fait arrêter ses copains, son entourage. Et si j'ai un essai individuel classique, je ne peux pas le montrer cet effet. Et je peux même éventuellement montrer l'effet inverse, puisque dans mon groupe témoin, j'aurai peut-être des gens qui connaissent ceux de mon groupe intervention et qui vont arrêter. Enfin, donc c'est vrai que ça dépend vraiment de la question posée et que vous allez choisir la meilleure méthode possible. Et donc j'insiste, c'est vraiment une complémentarité entre méthodes. Il faut que je parle vite parce que je vois que tout est levé. D'accord, donc c'est vraiment une complémentarité entre méthodes et cette complémentarité est assez parfois complexe à mettre en œuvre parce que ça fait appel aussi à des corps disciplinaires assez différents, je l'ai dit. Et deuxièmement, en dehors de l'essai qui est bien standardisé, bonne pratique, etc., dans les autres domaines, ça reste complètement à construire, le corpus un petit peu de recommandations ou autres, éventuellement aussi les méthodes, comment on les utilise, comment on les associe, et là c'est tout le cas de la recherche méthodologique qui est vraiment important. Donc comme il faut que je conclue, je vous passe sur la recherche méthodologique, parce qu'il faut aller vite, mais je pourrais vous revenir s'il y a des questions là-dessus. Pour conclure, donc, c'est la situation en France et les perspectives à ce niveau-là. Donc en France, vous connaissez le contexte, il y a une très faible connexion entre la recherche d'une part, la pratique et la décision d'autre part. Régulièrement, que ce soit les ARS, que ce soit le ministère, que ce soit les agences, soulignent ce manque de connexion. Deuxièmement, on a très peu de données contextualisées, il y a peu de recherche interventionnelle en santé publique en France. Bordeaux n'est pas la France, malheureusement, donc ailleurs en France, il y en a encore moins. Et peu de recherche méthodologique surtout. Bon, c'est un schéma que j'aime bien montrer parce qu'il objective ça. Bon, je change de temps en temps les mots-clés, mais c'est toujours la même, ça donne toujours la même tendance. Ça, c'est les publications, par exemple, dans PubMed, sur recherche interventionnelle en implémentation et évaluation d'intervention complexe. Et vous voyez que depuis le début des années 90, ça monte de façon très forte, avec de plus en plus
de travaux publiés. Et si on regarde pour la France, alors c'est la courbe rouge. Ouais, bon, d'accord, il y a l'épaisseur du trait, mais c'est 1 à 2 publis par an. Donc c'est aujourd'hui extrêmement faible comme production. Et alors qu'en santé publique, la France s'en tire plutôt bien, avec 4-5% de la bibliométrie mondiale, dans ce domaine-là, elle est encore un peu faiblarde. Alors pourquoi? D'une part, c'est une conduite de recherche extrêmement difficile, vous le savez. Une recherche interventionnelle en santé publique, c'est 4, 5, 6 ans, parfois avant de produire. Mais ça, vous allez me dire, les autres pays, c'est pareil. Il y a aussi là aussi un effet du contexte et du contexte institutionnel français. D'une part, les chercheurs, malheureusement, s'investissent peu dans le domaine, notamment les méthodologistes. Nos bons méthodologistes, aujourd'hui, sont en recherche clinique. J'aimerais pouvoir les attirer aussi en recherche en santé publique, ce qui est très important. Deuxièmement, je voulais souligner, c'est une recherche interdisciplinaire par nature, et la façon dont la recherche en France est organisée et évaluée ne favorise pas toujours l'échange en disciplines. Je peux vous dire, dans mon équipe, par exemple, on est une équipe mixte, sciences humaines et sciences biologiques médicales, mais c'est extrêmement difficile à chaque évaluation parce qu'on n'a pas les mêmes types de production, sous les mêmes formats, sur les mêmes modes, les mêmes règles pour les HDR, donc c'est pas facile tel que c'est structuré. Il y a peu de financement adapté. Jusqu'à récemment, on peut faire financer une intervention, par exemple par l'ARS ou la DGS, on peut faire financer une recherche, par exemple par l'ANR, mais l'ARS ne veut pas financer la partie recherche d'intervention, et réciproquement, il faut arriver à construire des bricolages entre sources diverses. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un no man's land réglementaire, parce que toute la recherche sur la santé, c'est l'ex-loi Hurier, a été construite pour la recherche médicamenteuse, et aujourd'hui, cette recherche interventionnelle en santé publique n'a pas sa place dans le cadre, puisqu'aujourd'hui, si vous regardez dans le code de santé publique, vous êtes soit dans une recherche biomédicale, soit dans rien, dans le non interventionnel. Et donc, une recherche interventionnelle en santé publique, comment on se situe? Est-ce qu'on se situe dans le cadre de la recherche biomédicale, ce qui est strictement impossible, puisque les conditions demandées ne répondent pas. Quand je fais un cluster en population, je ne peux pas avoir un consentement individuel de tous les habitants d'une ville dans un cluster. C'est pas possible. Donc, en général, c'est classé en recherche non interventionnelle, ce qui est un peu paradoxal pour une recherche interventionnelle. Donc, on est vraiment dans un contexte un peu difficile. Et donc, pour vraiment conclure, parce que sinon je vais me faire rouspéter, pour vraiment conclure, le contexte évolue quand même de façon extrêmement favorable, et c'est plutôt positif. C'est que d'une part, dans les priorités de la programmation de la recherche, cette recherche interventionnelle en santé publique a été identifiée comme une des priorités en santé publique. Et priorité, c'est-à-dire derrière, il y a des choses qui sont mises en œuvre. C'est que d'une part, il y a des dispositifs d'animation et d'organisation, par exemple l'action coordonnée à Vissan avec l'ICMO Santé publique, maladies infectieuses et cancers et l'IRES. Il y a des évolutions juridiques, enfin, avec l'application de la loi Jardé d'ici quelques semaines ou au plus tard d'ici juillet, croisons les doigts, il y aura un dispositif réglementaire vraiment adapté à la recherche en santé publique, des financements fléchés, notamment un appel à projet annuel, récurrent, pour financer la recherche interventionnelle de l'IRES, donc qui devrait, s'il n'est pas aujourd'hui, être annoncé en tout début de semaine prochaine. Je vous invite à le lire avec une lettre d'intention pour fin mars. Et enfin, un certain nombre de dispositifs pour favoriser les collaborations entre chercheurs, acteurs, décideurs, donc les centres d'expertise et de recherche régionaux en santé publique. Enfin, à Bordeaux, vous connaissez bien ça, avec l'exemple de Cassiopée, qui est vraiment ce genre d'outil qu'il faut arriver à développer, qui fasse le lien entre recherche, expertise, action, décision. Voilà, je vous remercie.